BFM Bourse, l'écho du monde. Et aujourd'hui a lieu un sommet européen intéressant pour tenter de sauver, de relancer en tout cas l'industrie européenne. Gilles Mouek est avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors ce sommet des dirigeants européens, il a lieu en Belgique, dans un magnifique château d'ailleurs. Deux visions risquent de s'affronter lors de ce sommet entre dirigeants européens. Ceux qui veulent approfondir l'Europe en recourant aux dettes et aux emprunts communs, Emmanuel Macron, et puis ceux qui, plutôt que l'approfondir, tentent ou voudraient plutôt assouplir les réglementations, notamment en matière d'émissions de CO2, pour relancer l'industrie. Approfondir ou assouplir en urgence, laquelle des deux méthodes vous semble la plus appropriée ? Les deux, mon colonel. Je pense qu'on n'est pas du tout obligé de choisir. Et je pense que les deux se complètent assez bien. Je pense que sur la question de l'assouplissement, c'est un moyen, si on les présente un peu cyniquement, d'obtenir de la part des pays frugaux qui sont plutôt opposés à l'approfondissement, à la mise en œuvre davantage de ressources, la mise en commun de davantage de ressources financières. C'est un bon moyen, en fait, de les convaincre que cet argent, cette levée de fonds, ne servira pas simplement à faire les fins de mois d'État dispendieux, mais servira effectivement à de la dépense productive et à de la réforme structurelle. Et on a quand même l'exemple de NGIU en Europe, de ce point de vue-là, qui est utile, parce qu'on a mis en place un système de gouvernance qui s'est finalement révélé assez efficace. Il ne s'agit pas de dépenses inconditionnelles, au contraire, ce sont des dépenses qui sont réalisées en contrepartie d'un certain nombre d'engagements et de réalisations sur des réformes structurelles, sur la destination des investissements. Donc je pense qu'on a un bon exemple, mais que ce sera d'autant plus facile à arracher, si je puis dire, aux pays frugaux, qu'on montrera qu'en même temps, on est prêt à aller vers davantage de simplification sur des règles européennes qui, c'est vrai, dans certains secteurs, sont devenues excessives. Oui, mais ce qui est frappant, c'est de voir que les pays qui prônent l'approfondissement européen à travers des dettes et des emprunts communs, c'est les pays qui dépensent beaucoup, c'est Emmanuel Macron. Et ceux qui veulent l'assouplissement des règles, c'est ceux qui peut-être polluent le plus. Je pense à l'Allemagne, par exemple, l'assouplissement des règles en matière d'émissions de CO2. On a là un portrait robot de l'Europe, malgré tout, Gilles, des lignes de fracture, ou de fracture, en tout cas de débats assez structurels. Oui, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus nuancé que ça, je pense. D'abord parce qu'il y a quand même eu une prise de position cette semaine que j'ai trouvée forte et peut-être un peu surprenante, c'est celle de Nagel, le patron de la Bundesbank, qui dit explicitement qu'il nous faut davantage d'eurobonds. Et ça vient de la Banque centrale allemande. Donc ça veut dire que du côté du débat politique à Berlin et à Francfort, on est en fait assez ouvert à cette idée qu'on ne peut pas s'en tenir aux instruments financiers communs qui existent aujourd'hui, parce qu'un élément important, il ne faut jamais l'oublier, c'est que NGIU, c'est vrai qu'il reste des fonds disponibles, mais ça s'arrêtera fin 2027, début 2028. Si on ne met pas en place un nouveau programme, il n'y aura plus, d'ici 10 à 15 ans, d'actifs financiers communs, fédéral, entre guillemets, dans l'Union. Et ça, voilà, c'est pas un méchant keynésien dépensier français qui le dit, c'est le patron de la Bundesbank. Oui. Et puis il y a cette troisième voie, cette autre option qui n'empêche pas les autres, c'est taxer lourdement tous les produits chinois. Il y a des voies aussi qui prônent pour réindustrialiser l'Europe, tout simplement taxer les produits chinois. Faire vis-à-vis de la Chine du Trump en quelque sorte, mais à l'européenne, Gilles. Alors, je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle Trump, finalement, n'est pas allé aussi loin qu'on pouvait le craindre dans sa guerre commerciale avec la Chine. Ça a été l'utilisation par la Chine des terres rares. Les terres rares, nous aussi, on en a besoin. Donc, je pense qu'il faut mesurer l'étendue de la confrontation à laquelle on est prêt avec la Chine. Et puis, une énorme différence entre les États-Unis et l'Europe dans sa relation avec la Chine, c'est que nous avons une relation commerciale réelle et pas complètement asymétrique avec la Chine. Nous avons des choses à leur vendre, ce qui n'était plus le cas en fait des États-Unis depuis assez longtemps, sauf vraiment des produits primaires, des produits énergétiques, des produits alimentaires. On peut avoir une négociation avec la Chine qui ne passe pas nécessairement par la confrontation la plus musculaire. Maintenant, rien n'empêche d'utiliser ce qui est de toute manière permis dans le cadre de l'OMC. Je pense que c'est ça qui est important, c'est dans le respect des normes internationales. Lorsqu'il y a des cas évidents de dumping, et il y a quelques secteurs dans lesquels c'est évident, eh bien, ne pas hésiter à mettre en place des mesures de rétorsion. Encore une fois, tant qu'on est dans le cadre de l'OMC, parce que même du côté chinois, ça c'est important, de maintenir une discussion qui peut être musclée, mais dans le cadre multilatéral, et ça, ce n'est pas faire ce que Washington fait depuis maintenant un an.
Ce sommet européen, il se poursuit donc aujourd'hui en Belgique. On le suit sur BFM Business. Et si ces questions vous passionnent, vous tous qui nous suivez, qui nous regardez, ce nouveau podcast qu'on vous propose sur BFM Business consacré à ces grands enjeux internationaux, mais également en Europe, l'ordre du monde avec Annalisa Capellini et Mathieu Jolivet. Nouvel épisode disponible d'ores et déjà donc sur toutes nos plateformes en podcast. Voilà, ce sera passionnant à écouter tout au long du week-end, par exemple. Antoine. Gilles Mouek, on a un petit peu l'impression sur les marchés actions en ce moment que le grand jeu de massacre à la mode, c'est de torpiller tout ce qui, de près ou de loin, est soupçonné d'être disrupté par l'IA. On a eu droit au secteur des assurances, on a eu le droit au secteur bancaire, on a eu le droit au secteur des logiciels. Après-demain, ce sera peut-être autour du secteur des navets, on ne sait pas. Les navets Non, mais je ne sais pas. On a l'impression de tout et de n'importe quoi dans cette problématique de marché. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis, Gilles, parce qu'il y a aussi des craintes plus fondamentales sur des pays souverains, et notamment le Royaume-Uni, qui pourrait subir des transformations plus fortes qu'attendues du fait de l'IA, et c'est ce que pense l'OCDE d'ailleurs. Au sein du groupe, ce serait peut-être le pays le plus touché. Alors moi, j'ai pas vu l'étude de l'OCDE, j'ai vu celle de Morgan Stanley. Ouais. C'est peut-être la même d'ailleurs sur des données Sans doute. similaires. Méthodologiquement, j'ai toujours quelques doutes sur des enquêtes déclaratives, c'est-à-dire qui ne sont pas faites sur la constatation par un institut statistique de ce qui s'est effectivement passé sur l'emploi, mais qui se base sur la déclaration des boîtes, parce que derrière, il peut y avoir des biais de perception, des biais sectoriels. Donc voilà, je mets quand même ce caveat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en Royaume-Uni, ça pourrait être un souci particulier ? Je pense parce qu'on est dans une configuration assez spécifique au Royaume-Uni où on a une augmentation du coût du travail qui est liée à des choix budgétaires qui ont été faits l'année dernière, avec l'augmentation des cotisations sociales, qui est une augmentation forte à la charge des employeurs. C'est assez rare, assez peu de pays l'ont fait, et ça a provoqué au Royaume-Uni une vraie montée de bouclier du secteur corporate. Et donc, et on a en même temps une discussion très avancée maintenant sur le durcissement, entre guillemets, pour aller vite, du droit du travail en Angleterre, alors que le droit du travail avait été incroyablement dérégulé depuis une trentaine d'années. Donc, est-ce que dans ce contexte où les entreprises font face à une régulation supérieure et une taxation supérieure, est-ce qu'il n'y a pas du coup une tentation d'utiliser les gains de productivité permis par l'IA pour réduire les effectifs ? C'est possible. Mais voilà, il y a vraiment eu ces choix budgétaires très spécifiques du Royaume-Uni qui peuvent peut-être jouer un rôle dans la réponse des entreprises à cette Et donc, d'après Morgan Stanley, le Royaume-Uni sera le pays de l'OCDE, effectivement, où les emplois fauchés par l'IA seront sans doute les plus nombreux. Résultat, un ministre britannique, le ministre de l'Investissement, vous le connaissez sans doute, Gilles, vous êtes avec nous depuis Londres, lui propose quoi ? Eh bien, de créer face à l'IA pour les travailleurs fauchés par l'IA, ceux qui perdront leur emploi, eh bien un revenu universel, mais un revenu universel qui serait financé par les GAFAM, parce qu'après tout ça, c'est de leur faute. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, j'aimerais qu'on soit certain, et je pense qu'on est loin d'être certain, du fait que l'IA a un effet négatif net sur l'emploi agrégé. On n'en sait rien. Qu'il y ait des impacts de transition, qu'il y ait des coûts d'ajustement, c'est malheureusement tout à fait possible, tout à fait plausible. Est-ce que l'effet net macroéconomique sera positif ou négatif ? Ça n'est pas évident. Si vous écoutez Daron Acemoglu, probablement oui. Si vous écoutez Philippe Aghion, probablement non. Donc, avant de prévoir la prochaine vague de taxation et la prochaine vague de mise en place d'un traitement budgétaire, entre guillemets, de la question de la transformation de l'IA, peut-être pourrait-on se donner le temps de vérifier quel est l'impact macro. On est au tout début de cette transition, au tout début de cette révolution technologique. Laissons-nous un peu de temps pour affiner la réponse. Là, j'ai l'impression qu'on met peut-être la charrette avant les bœufs. Merci beaucoup. Gilles Mouek avec nous, chef économiste du groupe AXA, régulièrement à nos côtés.